Ce soir, nous avons décidé de traiter d'un autre sujet. On l'a titré « Comment dépasser les divisions et construire l'intérêt commun ». Pour dire vrai, nous n'avons rien trouvé de mieux que votre titre, Monsieur Tavoyot, qui nous a semblé être une question simple mais vertigineuse. Le titre de votre ouvrage qui est « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» Et ce n'est pas un roman à l'eau de rose, ce n'est pas une question de couple qui se pose. C'est une question qui, au contraire, prend aujourd'hui, de notre point de vue, une résonance vertigineuse, car elle touche au cœur du pacte social, au cœur de ce qui fonde une nation, une communauté, le désir de faire société et de partager un destin commun malgré nos différences. Et nous en parlons depuis un certain temps à l'IFOCAP avec cette perception que ce vivre ensemble semble aujourd'hui mis à rude épreuve, que les fractures se multiplient, que les radicalités s'affirment et que les espaces de dialogue se transforment souvent en arènes de confrontation plutôt qu'en lieu de délibération. Nous avons des symptômes visibles de cette situation avec dans une époque où les lignes de fracture ne cessent de s'élargir, les fractures sociales entre ceux qui se sont intégrés et ceux qui se sont abandonnés, les fractures territoriales entre métropoles et zones rurales, entre France des centres et France des marges, fractures culturelles et identitaires entre générations, entre croyances, entre visions du monde, et aussi fractures numériques et informationnelles qui sont amplifiées par les réseaux sociaux où chacun vit dans sa bulle, nourri par des algorithmes qui confortent ses opinions. Alors ces fractures ne sont pas nouvelles, mais il nous semble qu'elles s'additionnent et se durcissent. Et ce qui hier relevait du désaccord devient aujourd'hui soupçon, hostilité et parfois haine. Évidemment, le symptôme, c'est aussi une forme d'ambiance que nous vivons depuis tout juste quelques semaines, avec sur le plan politique l'observation d'une érosion du sentiment d'appartenance collective, avec des partis traditionnels qui s'effondrent, une confiance envers les institutions qui recule et une participation électorale des citoyens qui, d'élection en élection, a une tendance à diminuer. Et cette perception que les citoyens ne se reconnaissent plus dans un projet commun, mais plutôt peut-être dans des communautés d'intérêt ou des communautés d'opinion. Et la politique devient un espace de défiance plutôt que de construction. Et nous avons donc souhaité ce soir traiter de ce sujet. Pouvons-nous encore vivre ensemble? Peut-on encore parler de vivre ensemble quand le commun ou si le commun disparaît, quand le « nous » est remplacé par une somme de « je ». Nous avons choisi d'inviter ce soir Pierre-Henri Tavoyot, qui est philosophe, qui est maître de conférences à la Sorbonne, qui est auteur de nombreux ouvrages, dont donc « Voulons-nous encore vivre ensemble » que j'ai cité dans mon introduction à l'instant et qui est publié chez Odile Jacob en 2024. Nous attendons de vous, Pierre-Henri Tavoyot, que vous nous décodiez ce qui se passe aujourd'hui dans notre société entre conflictualisation des rapports humains, enfermement identitaire, violence désinhibée, et répondre peut-être à cette question, peut-on dans ces conditions encore faire société et peut-être comment peut-on dans ces conditions construire un commun? Et nous avons souhaité inviter également Henri Biespéré, qui est agriculteur, qui est président de la commission territoire, agriculture et alimentation au Conseil économique, social et environnemental, qui nous témoignera d'une expérience au CESE et qui nous permettra de nous interroger, de savoir si le CESE reste ou pas, tout le temps ou pas, cet espace, ou un espace du moins, dans lequel la délibération et le dialogue est possible, et peut-être également à quelles conditions
cet espace reste un espace de délibération et de dialogue, au-delà des clivages, pour construire des avis dans un esprit de compromis. Je salue donc à nouveau les amis de l'IFOCAP qui sont à distance, dont on voit pour certains les vidéos. Je vous invite à mettre vos vidéos si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et je vous rappelle aussi que même si vous êtes à distance, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole dans la partie discussion que nous entamerons après les interventions de Pierre-Henri Tavoyot et de Henri Biespéré. Pierre-Henri Tavoyot, je vous invite en premier lieu à prendre la parole de la manière qui vous semble la plus confortable. Je vous invite au pupitre. Merci à vous de votre invitation. Vraiment, je suis très, très heureux de pouvoir échanger avec vous sur cette question, effectivement, de la vie commune. Alors, on parle souvent du vivre ensemble. Donc, je vais déjà tordre le cou à cette expression. Je n'aime pas cette expression du vivre ensemble, parce qu'il y a plein de manières de vivre ensemble. On peut vivre ensemble côte à côte dans l'indifférence, dos à dos, face à face dans l'adversité, même dos à dos dans l'adversité indifférente. Donc voilà, évacuons ça. Ce qui m'intéresse dans ce voulons-nous vivre ensemble, c'est le voulons, c'est-à-dire le vouloir. Essayer de l'identifier avec ce sentiment qui est assez récent. C'est une vieille question, mais au fond de la prise de conscience assez récente, qu'on peut dater d'ailleurs de l'expérience du Covid, qui est une expérience de distanciation sociale, où on a partagé, même si on l'a vécu de manière extrêmement différente, une sorte de point d'interrogation posé sur notre vie commune. Voilà. Et même parfois, aujourd'hui, on le voit, une forme de nostalgie de cette période de distanciation qui apparaît chez certains individus qui se disent au moins les choses étaient simples, il n'y avait pas les autres, c'était beaucoup plus tranquille. Voilà. Donc, vous voyez, alors évidemment, on regrettait beaucoup, mais on voit notamment chez des jeunes ce type de réaction apparaître, très troublant. Et toute une série d'indices permettent autour de cette expérience Covid de cristalliser, de condenser en quelque sorte le fait que cette vie commune ne va plus de soi. On peut faire plein de choses sans les autres. La technologie nous le permet, on peut faire plein d'émotions avec Netflix sur nos écrans, on peut commander toutes nos courses, en tout cas dans les centres-villes, avec Uber, on peut télétravailler, enfin pas pour tout le monde, hein, mais pour certains. Et donc il y a toute une série de possibilités qui nous permettent aujourd'hui, encore une fois, dans un certain contexte, qui n'est pas un contexte général, mais qui donne l'impression qu'on peut se passer des autres. D'où le fait que cette vie commune est en effet devenue incertaine. Nous sommes, dit-on, dans des sociétés d'individus, ce qui est un problème. Et cette société d'individus est menacée par deux tendances qui sont symétriques et inverses. Première tendance, la tendance au repli. La tendance au repli qui se manifeste par toute une série de phénomènes, notamment sur le plan de l'habitat, la monohabitation, qui depuis 1945 augmente. Un autre indicateur un peu plus inquiétant, ce n'est pas simplement le fait de vivre seul, c'est le fait de se sentir seul. Et là aussi, des indicateurs le plus témoignent d'une montée croissante de ce sentiment de solitude, qui peut être d'ailleurs caractérisé des gens qui sont très bien intégrés socialement. Notamment, on le voit chez les jeunes, ils ont un réseau social particulièrement présent, mais ils se sentent seuls, voire se sentent abandonnés. Et donc, ce qu'on appelle parfois l'épidémie de solitude qui gagne effectivement notre société, c'est une première menace à l'égard de notre vie commune. Et puis qui est portée aussi par l'esprit du temps. Be yourself, soyez vous-même, nous dit-on. De deux choses l'une, soit j'y arrive et je deviens narcissique et je n'ai pas besoin des autres, soit je n'y parviens pas et je deviens déprimé et j'abandonne les autres. Voilà. Donc il y a en quelque sorte un air du temps qui plaide en faveur de cette possibilité de narcissisme, de séparatisme, de solitude, et donc le repli sur soi, première tendance. Deuxième tendance qui est exactement inverse, quand on revient vers les autres, une fois qu'on a quitté notre bulle, c'est pas pour être en lien, c'est pour être en rupture. C'est pour être dans la logique de conflictualisation. Comme si, en quelque sorte, le seul lien possible au sein de la société, c'était un lien de conflictualisation. Et on le voit à tous les niveaux, dans Internet, dans la politique, porté effectivement par cette formidable chambre d'écho et de démultiplication que représentent les réseaux numériques. Tout se conflictualise. Tout se conflictualise et il faut essayer de comprendre la raison profonde
de cette conflictualisation. Ce n'est pas simplement la technologie qui est à la source de ça, c'est, je crois, une raison beaucoup plus profonde, presque spirituelle. Nous vivons dans un monde complexe. Alors, ce n'est pas nouveau, le monde a toujours été complexe. Mais dans le monde complexe d'avant, nous avions des grilles de lecture qui s'appelaient des religions ou des idéologies qui nous permettaient de connecter nos existences à l'ordre du monde, à l'histoire. Si on était communiste, on savait qu'il y avait la révolution qui allait venir, et donc le fait de vendre l'humanité à la sortie de l'usine, ça avait du sens. On connectait des petits gestes individuels au sens de l'histoire. Si on était religieux, les plus petits gestes de charité nous connectaient à la providence divine. Nous sommes sortis de cette évidence des grands récits, ce qui fait que le monde nous paraît très complexe parce que, il y a une saturation d'informations et que nous ne disposons plus de grilles de lecture par rapport à tous les dossiers auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir les organiser et les interpréter. Voilà. Face à ça, nous sommes tentés par des scénarios simples. Nous sommes aspirés par des scénarios simples. Un des scénarios simples qui marche très bien, c'est le complot. Voilà. Un complot juif, franc-maçon, extraterrestre, CIA, ça explique tout. Moins il y a de preuves, plus la preuve prouve que le complot est puissant. Et quand on discute avec un complotiste, au début, il nous traite de naïfs, et si on insiste, on devient complice du complot. Voilà. Donc ça marche à tous les coups. Formidable grille d'interprétation. Et soyons honnêtes, nous avons tous été quelque part un peu complotistes. Comme disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc voilà, il y a parfois des bonnes raisons de l'être. Bon. Ça, c'est le premier scénario le plus simple, le plus spectaculaire, mais il y en a un deuxième qui est à peine plus sophistiqué, mais qui est très très puissant, c'est celui de la guerre. Nous regardons le monde comme une gigantesque guerre, ou plus exactement comme une multiplication de guerres. Et le scénario de la guerre civile est devenu notre clé de lecture de la société. Ce qui nous intéresse dans la société, ce n'est pas le lien social, c'est l'explosion sociale. C'est ça qui nous intéresse et nous fascine. Alors, je ne vous mets pas dans la barque, mais l'ère du temps nous pousse à ça. Et des guerres, on peut en voir plein, qu'on soit de gauche ou de droite. Bon, à la vieille lutte des classes, presque un peu vintage aujourd'hui, vous avez la guerre des sexes, vous avez la guerre des générations, on en parlait, vous avez la lutte des races qui revient, on croyait que c'était éliminé, ou la guerre des civilisations. Choisissez votre guerre. Voilà. Et vous aurez une clé d'explication totale sur le monde, même si ces guerres, on peut vraiment les examiner de près, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, et c'est de montrer que certes, il y a des tensions, bien sûr, riches et pauvres, il y a des tensions, entre les sexes, il y a des tensions, mais de là à parler de guerre, entre générations, il y a des tensions, mais de là à parler de guerre, c'est vraiment très excessif. On considère que la moindre tension est un motif ou un indice de la guerre. D'ailleurs, Henry Kissinger le disait à propos de la guerre des sexes, il s'y connaissait en guerre, il dit « La guerre des sexes n'aura pas lieu, il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi ». Très, très judicieux comme remarque. Voilà. Mais même si on peut effectivement identifier quelques divergences, et on pourra en parler dans la discussion, notamment dans la jeune génération, il y a une divergence très intéressante et très notable entre les garçons et les filles, entre 14 et 24 ans. C'est la première fois que ça arrive, une sorte de dérive des continents sur le plan des valeurs, et c'est quelque chose qu'il va falloir examiner de près. Je ferme cette parenthèse. Donc, d'un côté, tentation du repli, de l'autre côté, séduction du conflit. Vous voyez que la vie commune est challengée. Et elle pose, d'une certaine manière, pour la première fois de manière aussi nette, cette question, qui est d'une simplicité déconcertante, mais d'une difficulté absolue. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la clé de voûte de notre vie commune? Je voudrais vraiment, en 10 minutes, essayer, de montrer la complexité de cette question, et deux, c'est la partie positive de cet exposé, dire qu'on a une réponse. Ou en tout cas, essayer de proposer une réponse que je ne tire pas de mon chapeau, mais qui me paraît être la réalité de notre vie sociale. Et que si on en prend conscience de cette réponse, eh bien on va pouvoir étayer ce qui fonctionne pour faire en sorte de dépasser ce sentiment de guerre et de crise. Voilà le programme, très rapidement avancé, j'espère le tenir, vous voyez qu'il c'est ambitieux. Premier point, pourquoi cette réponse est complexe? Très vite, il faut faire un détour par l'histoire. Comment a-t-on répondu à cette question dans l'histoire de l'humanité? En 5 minutes, nous sommes entre nous, donc on peut y aller carrément. Voilà. Comment a-t-on répondu à cette question? C'est vrai que pendant une
immense partie de l'histoire de l'humanité, on se disait, mais trouver la clé de voûte de notre vie commune, c'est pas à nous, petits êtres humains médiocres et dérisoires, qu'on va la trouver. Il faut qu'on s'inspire, ou qu'on se réclame d'une instance vraiment très forte, vraiment grandiose, qui nous dise pourquoi on vit ensemble. Et donc, l'être humain s'est tourné vers des sources qu'il considérait comme grandioses et qui lui donnaient la clé de sa vie commune. Sous réserve d'inventaire, 3 principales. Le passé, la nature et le divin, qui sont les 3 réponses primordiales à la question « Pourquoi voulons-nous vivre ensemble ?» Le passé, qui correspond aux sociétés traditionnelles, que les paysans ont longtemps incarnées, mais qui sont définitivement derrière nous. Société traditionnelle, c'est de dire « Il y a eu des grands ancêtres qui nous ont tout donné, nos lois, nos valeurs, nos normes. La seule chose qu'on a à faire dans la vie, c'est d'hériter, d'imiter et de répéter. Surtout de ne pas innover. Parce que toute innovation, c'est un trouble social. Voilà. Donc on n'innove pas. Et ça demande beaucoup d'énergie de ne pas innover. C'est-à-dire de bloquer l'innovation dans l'œuf. Il y a toujours un petit jeune qui arrive avec une nouvelle idée. Voilà, on le massacre, on l'extermine pour éviter que l'innovation arrive. Donc les sociétés traditionnelles, mais c'est devenu pour nous presque exotique, enfin pas presque, totalement exotique, sont des sociétés qui, pendant des millénaires, ont bloqué l'innovation dans l'œuvre, ont dépensé toute leur énergie sociale à ne pas être dans l'innovation, ne rien changer. Réponse donc 1, pourquoi vivons-nous ensemble? Par fidélité au passé. Ça a marché jusqu'à présent, on ne change rien. Voilà. Grande sagesse. Je n'ai pas de nostalgie, bien sûr, pour cette époque, mais grande sagesse. Dès lors que les petits jeunes qui avaient des innovations commencent à poser des questions et que cette évidence du passé devient un peu troublée, ce qui arrive en fait dans certains secteurs de la société assez tôt. Une deuxième réponse arrive, qui consiste à dire qu'il y a plus fondamental que le passé. Ce qui est plus fondamental que le passé, c'est l'ordre des choses. L'ordre des choses. Voilà. L'ordre naturel, ce que les Grecs appellent le cosmos, les Chinois le Tao, etc. Et cet ordre des choses nous permet d'envisager la clé de lecture de notre vie sociale. Je vais le dire de manière très simple, une petite référence philosophique, ça sera la seule. Dans la République de Platon, on nous dit le cosmos, les choses sont à leur place dans le cosmos. Les choses lourdes sont en bas, les choses légères sont en haut. Voilà. Le corps humain est fait de cette manière. Le corps humain, vous voyez, en bas, c'est le ventre et le bas-ventre. C'est tout ce qui relève de la maison. On a des enfants et on produit. Oikia, en grec, ça se dit, la maison, ça donne oikonomikos, l'économique, c'est tout en bas. Au-dessus, le cœur, le courage, c'est l'énergie qu'on a pour défendre la cité, c'est la police, c'est la politique. Et tout en haut, l'esprit qui nous permet de comprendre le monde, de comprendre la nature des choses, de comprendre l'ordre du monde, la hiérarchie des choses, c'est l'esprit, c'est la sagesse, c'est le philosophe. Qui doit gouverner dans cette cité ? Le philosophe, évidemment, c'était le bon temps pour moi. Le philosophe, c'est-à-dire en bas, ceux qui bossent, laboratores, les paysans, voilà, c'est la dimension la plus animale, hein, c'est comme ça qu'ils le disent. Au-dessus, la politique, c'est un peu mieux, on dégage du temps. Et tout en haut, ceux qui contemplent la nature. Donc, pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour respecter l'ordre du monde. Et on s'étonne, nous, démocrates, convaincus de l'égalité entre les hommes, que l'humanité ait pu pendant si longtemps considérer que la hiérarchie, c'était parfaitement naturel. Et ne pas la contester. Pourquoi? Parce que la hiérarchie, c'était 1, du lien entre les hommes, 2, c'était parfaitement naturel. C'était aussi naturel, s'il y avait des inférieurs et des supérieurs, que la succession des saisons et l'alternance des jours et des nuits. Voilà. Donc, la hiérarchie, on l'accepte. Et dans toutes les sociétés indo-européennes, vous retrouvez cette tripartition entre les laboratores, les bellatores et les oratores, ceux qui bossent, ceux qui combattent et ceux qui prient, ou ceux qui pensent. Deuxième réponse. Vous voyez la puissance de ce modèle. Je n'ai pas de nostalgie non plus du tout pour ce modèle, soyons bien clairs, mais juste la cohérence. Troisième modèle sur lequel je serai plus rapide, il est bien connu, qui considère qu'il y a plus fondamental que le passé, plus fondamental que le cosmos, que la nature. Il y a celui qui a créé et le passé et le cosmos, c'est Dieu.
Et donc le but de la vie commune, c'est d'aller ensemble vers le salut. Il faut que la cité soit l'écrin, que la société soit l'écrin de la réalisation du salut. Voilà le troisième grand modèle. Ces modèles sont évidemment très puissants, ils ont fonctionné, ils sont éventuellement combinables. Ce qui caractérise notre monde contemporain, mais pas depuis mai 68, probablement depuis la Renaissance, déjà, c'est la crise à peu près simultanée de ces trois modèles. Le passé ne suffit plus. Ça fait un petit titre de James Bond, ça, le passé ne suffit pas. Le passé ne suffit pas. C'est pas parce que c'est vieux que c'est mieux. Voilà. Il faut justifier, il faut trouver de bonnes raisons, ce qui veut dire qu'on est sorti du monde de la tradition. L'ordre naturel, eh bien, vous avez beau regarder autour, on ne le voit pas. Avec Copernic, Kepler, Galilée, à l'image d'un cosmos où tout est à sa place, avec un haut, un bas, une gauche, une droite, un centre et une périphérie, se substitue eh bien, une grande incertitude. Et vous avez beau scruter les étoiles, l'univers et même le microcosme, vous ne pouvez rien en déduire pour la société et pour la cité. Rien. Rien. Donc la nature, elle aussi, se tait. Le passé se vide, le passé se tait, la nature se tait, et le ciel, évidemment, au moment de la Renaissance, ce n'est pas l'athéisme, simplement ce qui est censé faire la paix, eh bien évidemment, devient le principal motif de guerre. Ça s'appelle les guerres de religion, et donc cette troisième solution religieuse est elle aussi en échec. Voilà la situation, grosso modo, où nous en sommes. Nous sommes donc dans des sociétés d'individus qui n'avons plus de clé de voûte identifiables qui sont extérieures à nous. Cela dit, quand on réfléchit à ce qu'est une clé de voûte ne tient jamais parce qu'elle est accrochée au ciel. Elle tient parce qu'elle a des piliers solides et par les forces contradictoires qui s'exercent à travers ces piliers. Donc le fait qu'il n'est pas totalement absurde de savoir si au lieu de se tourner vers le passé, vers la nature ou vers le divin pour voir comment notre société fonctionne, savoir si nous n'avons pas en nous-mêmes, comme disent les comptables, sur ressources propres, les moyens de trouver une réponse. Et je pense que oui. Quelle est cette réponse ? Nous vivons dans des sociétés d'individus. Quand on y réfléchit, ça n'a aucune raison de marcher. Soit il y a de la société, il n'y a pas d'individu, soit il y a l'individu, il n'y a pas de société. Donc c'est une contradiction totale. Sauf si, et voilà l'issue qui commence à apparaître, on envisage cette société d'individus comme une société qui fabrique des individus à condition que ces individus fabriquent de la société. Et là, non seulement ça peut marcher, mais ça peut marcher très bien. Et c'est même assez exaltant. Il me semble que nous sommes dans une situation où nous avons réussi la première partie du programme. C'est pour ça que je n'ai aucune nostalgie pour l'époque d'avant. Nous avons fabriqué des individus. Un exemple, la femme. Voilà. La femme a été fabriquée comme être autonome, débarrassée des contraintes qui pesaient sur elle. Elle pouvait jadis accéder à une forme de perfection à travers son statut d'épouse et de mère, mais comme adulte de plein exercice, jamais. Le synonyme d'âge adulte, jusque dans les années 70, c'est âge viril. Voilà. Donc depuis environ 60 ans, la femme devient un individu. Nous avons donc réussi assez bien cette première phase de fabrication de l'individu, libérée des contraintes qui pouvaient être étouffantes des communautés. Les familles avaient bien des avantages, les communautés avaient bien des avantages, mais la part de l'individu dans ces sociétés communautaires pouvait être totalement étouffée. Donc cette première partie du programme est réalisée. Si on s'arrête là, le grand risque, c'est que cet individu devienne un super individu, un hyper individu, et qu'il veuille constamment plus de droits, plus au risque de détruire la société qui a permis son existence. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation où l'individu qui a été créé par la société risque de détruire la société. D'où le fait de prendre conscience de la deuxième partie du programme qui nous reste à accomplir, mais qui est en fait assez largement réalisée, qui est de dire comment faire en sorte que cet individu fabrique du social, fabrique du lien.
Et je voudrais, pour montrer que ce programme est déjà en partie réalisé, que la réponse est déjà là, dire une seule chose, c'est que comment s'appelle cet individu qui a été fabriqué par la société et qui fabrique de la société? Il a un nom particulièrement oublié dans notre monde contemporain, il s'appelle l'adulte. Vous voyez l'adulte? Celui dont on ne trouve pas le bureau dans la mairie ou au ministère. Il y a le ministère de l'enfance, de la petite enfance, la moyenne enfance, de la jeunesse, la moyenne jeunesse, de la vieillesse, la grande vieillesse. Mais l'adulte, non. Et si vous allez dans l'entreprise, les deux catégories des ressources humaines de l'entreprise, c'est junior et senior. Junior, c'est trop tôt, senior, c'est trop tard. Il n'y a pas d'adulte. Le monde du travail ignore, au fond, l'adulte. Or, c'est, à mon sens, l'adulte qui est le pilier de cette société. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Réponse qui n'a besoin ni du passé, ni de la nature, ni du divin. On peut la formuler très simplement, elle paraît très bête, mais je crois qu'elle est extrêmement profonde. Nous voulons vivre ensemble pour grandir et pour faire grandir. Pourquoi les deux? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de grandir qu'en faisant grandir les autres. Les autres, c'est-à-dire ses enfants, bien sûr, ses amis, son exploitation, son entreprise, son association, son pays, peut-être aussi la planète, pourquoi pas. Grandir et faire grandir, voilà la clé de voûte de notre société. Ça peut paraître très bête, dérisoire, simpliste, mais au fond, si on regarde les grands domaines de notre convivialité, le travail, faire grandir, le couple, comment on grandit ensemble, la sexualité, comment on fait en sorte d'avoir une conversation entre les sexes, les enfants, bien sûr, les conversations, l'espace public, comment on le fait grandir, notre vie politique, comment on la fait grandir. Grandir et faire grandir, voilà la clé de voûte de notre vie commune. Et je crois que cette clé de voûte, elle est là. On l'a sous les yeux, c'est un trésor. Ce trésor, il n'est pas perçu, on l'oublie. On a des discours qui sont très jeunistes ou infantilistes ou aux préoccupations, etc. On oublie ce discours et c'est cette ressource qu'il faut mobiliser. J'ajoute une dernière chose et je conclus en disant la chose suivante. Si on réfléchit à ce qui constitue la substance profonde de notre civilisation, la civilisation que j'appellerais pas européenne, mais la civilisation de la démocratie, au sens très large, avec ses sources et ses racines qui peuvent être judéo-chrétiennes, romaines, peu importe, civilisation de la démocratie. Qu'est-ce qui la caractérise dans toute l'histoire de l'humanité? Elle a été, cette civilisation, impérialiste. Elle a été peut-être machiste, elle a été esclavagiste, elle a été raciste, bien sûr, comme toutes les autres grandes civilisations. Mais ce qui l'a caractérisée, ce en quoi elle est unique, c'est qu'elle a été anti-impérialiste, anti-esclavagiste, la seule qui abolit l'esclavage, la seule. Elle a permis l'émancipation de la femme. La seule, la seule. Aujourd'hui, c'est un quart de la planète. Le reste vit dans un patriarcat qu'on continue d'identifier dans notre société française comme étant un scandale, alors que nous sommes dans une situation, au regard de la planète, absolument exceptionnelle. Quel est le cœur de cette civilisation? C'est de considérer, 1, que tous les humains sont grands, 2, que tous les humains peuvent grandir, 3, que nous pouvons grandir ensemble. Pas gagné, hein? Tous les humains sont grands. Cette proposition-là est à elle seule complètement hallucinante. Vous allez à Rome, les seuls adultes à Rome, les maioresses, comme on les appelait, sont les pères de famille. Les pères de famille. Si à 60 ans, vous avez encore votre père de famille qui est présent, vous êtes un adolescent. Pour quelques adultes de plein exercice, tous les autres sont des mineurs. Tous les autres sont des enfants. La seule civilisation qui dit tous les humains sont majeurs, il peut y avoir des accidents ici ou là, puis ça va arriver, c'est la civilisation de la démocratie. Donc voyez en quel sens ce programme, cette clé, grandir et faire grandir, me semble vraiment être, le trait caractéristique de notre civilisation dont on peut être fier par ailleurs. C'est pas un scandale de dire Et deuxièmement, de dire, voilà un axe politique, un axe social, qui est banal, mais qui reste extraordinairement puissant. Donc voilà cette réponse que je vous propose et que je propose au débat pour le nourrir et éventuellement apporter des objections, bien sûr. Ça me ferait plaisir. Merci à vous.
Merci. Ça fonctionne. Merci, merci pour cette invitation. Bon, je ne sais pas si j'apporterai, je pense qu'il y en a plusieurs ici qui auraient pu témoigner parce qu'ils participent aussi au Conseil économique et social ou ailleurs dans des lieux où ils essaient aussi d'appliquer ce que vous venez de nous brillamment de nous indiquer, hein, d'être adultes et d'essayer de faire grandir les autres. C'est un peu compliqué de passer quand même après un philosophe, et moi j'adore les écouter, mais après c'est plus compliqué de raccrocher. Donc c'est un témoignage effectivement concret. Alors le Conseil économique, social et environnemental, j'en profite pour le redire, quoi, hein, que c'est la 3e Assemblée de la République, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, puis le CESE qui a été voulu par la Constitution française pour rassembler les représentants de la société civile organisée. Voilà, donc ce sont des organisations qui désignent les personnes, ce n'est pas une élection. Et les personnes sont ensuite nommées par arrêté du Premier ministre. Le Conseil économique et social, c'est 175 membres, je ne vais pas vous faire un grand cours, mais pour bien comprendre après la façon dont on essaie de travailler et de trouver les compromis et de construire bien souvent les compromis. 45 membres au titre de la cohésion sociale et territoriale de la vie associative. Donc il y a une liste d'organisations qui sont habilitées à désigner des personnes. 26 membres au titre de la protection de la nature et des organisations environnementales. 52 membres au titre des entreprises, c'est le groupe dans lequel siège l'agriculture, les agriculteurs, donc avec les professions libérales, les mutuelles, les coopératives, les chambres consulaires, et 52 membres, donc là il y a parité, des organisations de salariés, qui sont aussi désignés en fonction de leur représentativité, donc des élections. Voilà, donc les syndicats de salariés, vous les connaissez. Tout cela donc compose le Conseil économique et social. 46% de femmes, 54% d'hommes, quasi parité. Voilà, et donc, par rapport à ce que vous disiez sur la prise en compte effectivement des femmes, ben là au CESE, c'est vraiment le lieu qui a sans doute qui est le plus en avance quant à la prise en compte des femmes dans la représentation. Et donc les agriculteurs, pour ce qui nous concerne, représentent 8% seulement des membres. Donc forcément, il n'y a pas de majorité, personne n'a de majorité, donc on essaie de construire le compromis. Le compromis, enfin, vous l'avez aussi un peu expliqué, ou on l'a compris dans ce que vous avez expliqué, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est pour ça que je parle beaucoup et qu'on parle beaucoup au CESE de fabrique du compromis. Et cette fabrique du compromis, le fil conducteur, tout au long des travaux, c'est bien d'organiser le débat. Donc la possibilité pour chacun des membres, pour chacun des groupes, de s'exprimer, d'exprimer leurs idées, de les argumenter et d'apporter au débat de quoi essayer de convaincre ou de faire progresser les personnes qui sont autour de nous. Donc ce débat, il est organisé au sein de 6 commissions de travail. Donc celle que je préside, territoire, agriculture, alimentation. Donc vous voyez que les sujets sont variés, que ce n'est pas que agriculture, il y a aussi alimentation, mais il y a aussi territoire. Donc les personnes qui sont autour de la table ne sont pas forcément tous des férus d'agriculture ou d'alimentation ou de sujets territoriaux. Donc on a parlé ruralité, route, bâtiment, etc., logement. Donc à chaque fois, il faut essayer de bien comprendre les sujets. Et je vais vous expliquer comment on le fait pour pouvoir débattre et échanger avec les autres personnes. Donc la commission que je préside comprend 35 membres, voilà, dans laquelle il n'y a que 5 agriculteurs et agricultrices, où tous les syndicats sont représentés, Confédération paysanne, coordination rurale et FNSEA. Et ensuite, il y a toute la diversité des associations dont je vous ai parlé, de la cohésion sociale, des entreprises et des syndicats de salariés. Donc à chaque étape, je l'ai dit, à chaque étape, on essaie d'organiser le débat. Premièrement, déjà pour choisir les thèmes. Donc même le thème, ce n'est pas le président qui arrive en disant « mais désormais, on va parler de ça ». C'est un brainstorming au sein de la commission et le choix est débattu. Pas seulement le titre du thème, mais aussi la note de cadrage. Donc on se met d'accord sur jusqu'où on va discuter, enfin quel est le cadre dans lequel on va discuter, quels sujets vont être abordés. Donc tout ça à chaque fois est débattu, élaboré, tous ensemble. Il y a bien sûr une proposition qui est faite, mais il y a une élaboration un peu en commun de cette note de cadrage. Et ensuite, cette note de cadrage est proposée au bureau. C'est le bureau qui arrête l'ordre du jour des commissions.
Quand le bureau a défini ça, on définit un ou des co-rapporteurs. Bien souvent, ce sont des co-rapporteurs. Vous avez vu ces jours-ci le président Thierry Baudet qui est intervenu, qui a été interrogé sur une chaîne de télé, qui a cité un exemple de l'agriculture, puisqu'on a fait un avis sur l'avenir de l'élevage, qui a été co-rapporté par une représentante FNSEA, une représentante de Confédération Paysanne. Voilà, donc, en plus, dans une période où on était en pré-campagne électorale pour les chambres d'agriculture, mais c'est pour vous donner un peu l'ambiance et l'état d'esprit qu'il y a au sein du Conseil économique et social. Il y a vraiment cette envie de construire ensemble, d'apporter des propositions, d'essayer de transcender les clivages qui peuvent exister dans la vie de tous les jours pour essayer de regarder à l'horizon ce qui peut être fait en commun. Donc, dans les rapporteurs, il y a un équilibre qui est recherché, où un représentant des entreprises et un représentant d'un syndicat de salariés, où enfin, à chaque fois, il y a un équilibre déjà dans les co-rapporteurs qui peut être trouvé et qui facilite effectivement ensuite, puisque c'est eux qui vont être un peu en responsabilité de l'écriture de l'avis, même s'ils ne rédigent pas eux-mêmes, mais ils vont du coup trouver là aussi un équilibre dans l'écriture. Et ensuite, dans le processus de fonctionnement de nos commissions, eh bien, il y a toujours 4 à 5 séances, donc à chaque fois c'est 2h30, 3h, où on invite des intervenants, donc des séances d'audition, on appelle, pour justement se fabriquer une culture commune sur le sujet, avec des personnes qui viennent de l'extérieur, des experts, parfois des philosophes, des démographes, des spécialistes sur le sujet qui est à venir, des gens des politiques, de l'administration, des entreprises qui viennent apporter des éléments pour comprendre le sujet et pour se fabriquer justement ce socle commun. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec ce qu'on pense généralement, les livres qu'on a lus ou ce qu'on a pu entendre à la radio, mais on a réellement un apport en commun qui nous permet d'avoir une approche commune et étape par étape, après chaque séance d'audition, un débat qui s'instaure pour là aussi repérer les points forts et se mettre d'accord sur les points forts et les lignes directrices. Ensuite, la rédaction de l'avis est faite par des personnes de l'administration du CESE, donc une écriture qui est plutôt neutre. On ne prend pas un représentant de salarié de la FNSEA, par exemple, pour écrire un avis sur l'élevage. Il y aurait peut-être quelques tentations de contourner un peu ce qui s'est dit. Donc, c'est les gens de l'administration. Et puis, la rédaction est ensuite relue par l'ensemble des membres de la commission, débattue. Donc, on débat au niveau du plan pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le rapport, quels sont les grands chapitres. Quand il y a le premier jet qui est fait, il y a de nouveau un débat, non pas sur l'amendement de chaque mot, de chaque phrase ou de chaque chapitre, mais sur la consistance générale. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on en dit trop sur un point et un autre qu'on a passé un peu en sourdine? Est-ce qu'on a oublié un pan sur le sujet? Et donc, à chaque fois, il y a la possibilité d'intervenir en disant « mais là, vous en dites trop, vous allez trop loin, ces chiffres-là sont faux ». Enfin, voilà. Et donc, on a un premier débat là-dessus. Et ensuite, une séance d'amendement, comme ça peut être connu dans d'autres organisations, donc sur la manière d'écrire les phrases. Et c'est là qu'on arrive à trouver le consensus en enlevant peut-être des éléments qui sont un peu trop choquants pour certaines organisations ou en arrondissant la façon de l'écrire, en essayant de trouver les bons verbes, les bons mots au bon endroit pour que chacun puisse se retrouver dans la rédaction finale et pouvoir ensuite l'adopter au nom de son organisation, bien sûr, parce que là, de nouveau, on n'est pas non plus électron libre. Donc il ne faut pas que ce soit trop éloigné de la ligne qu'on doit porter au titre de nos organisations. Par contre, comme on est tourné vers l'avenir, on est aussi en situation de faire les concessions nécessaires. Et toutes ces séances d'amendement sont faites pour faire ces concessions pour l'intérêt général. Donc c'était ce que vous disiez un peu tout à l'heure, et on regarde un peu la vision d'avenir et l'intérêt général. On n'est plus partisan et on essaie d'écrire quelque chose qui sera utile pour les décideurs de notre pays. Alors, pour arriver à ce résultat-là, il y a quand même quelques exigences pour les membres, et je pense que c'est autour de ça qu'on pourra aussi discuter après. C'est de s'impliquer fortement dans toutes les séances.
Donc c'est une séance par semaine de commission. On voit que ceux qui ne viennent que, par exemple, quand il y a la rédaction finale, pour bien vérifier qu'on n'a pas au moins été trop loin sur tel ou tel point qui serait contraire à l'idée qu'ils portent, ça ne facilite pas la fabrique du consensus. S'il n'a pas participé aux séances où justement on a eu des experts, où on a pu un peu s'acculturer sur les sujets et qu'il arrive uniquement pour défendre les positions de son organisation, ça ne peut pas fonctionner. C'est là le rôle, quelquefois, pas facile du président, d'essayer d'expliquer que dans une intervention, on a quand même quelqu'un qui nous a dit que la réalité était peut-être différente de ce qu'amène la personne en question. Donc c'est une implication personnelle, ce que vous parliez tout à l'heure, quand on veut faire agrandir les gens, quand on veut les accompagner pour essayer de regarder le même horizon tous ensemble, il y a quand même au départ la volonté de chaque individu de dire j'ai pris cette responsabilité, je m'implique, je participe régulièrement pour pouvoir vraiment faire partie de cette petite société qu'est une commission au CESE et pouvoir comprendre pourquoi telle ou telle personne réagit d'une manière différente et quels arguments il a. Donc ne pas arriver avec des idées préconçues, de dire moi je suis ouvert. Jusqu'à présent je pensais une chose, il n'est pas impossible que demain mon avis évolue. Et il y a eu des grands sujets de société dont on a parlé récemment encore. On a traité la légalisation du cannabis, on a traité la fin de vie, ce qui passe au Sénat actuellement. C'est des sujets sur lesquels on n'est pas forcément... on peut avoir un avis personnel, et puis après en écoutant différents intervenants, en écoutant des médecins, des philosophes et des sociologues, etc., avoir des idées aussi qui avancent et qui évoluent. Troisième exigence, c'est d'être à l'écoute des arguments des autres. Je crois qu'il faut, c'est un principe de vie, je pense que vous adoptez tous, mais être suffisamment à l'écoute de ce qu'apportent l'ensemble des membres de la commission, tous ceux qui veulent bien contribuer au débat, et pouvoir comme ça arriver à construire tout ce qui, au final, fera que l'avis aura une certaine consistance et donnera une direction par rapport à nos dirigeants. Donc voilà ce qu'on essaie de faire un peu au quotidien. Il y a des collègues dans la salle qui pourraient aussi témoigner, qui participent à d'autres commissions, donc qui ont peut-être des expériences différentes. Cette volonté pour le thème de la soirée, là, de se vivre ensemble, il faut le construire. Et le construire, c'est en acceptant effectivement de se mettre autour d'une table dans des lieux de débat. Alors c'est ce qu'on vit au CESE, c'est peut-être ce qui manque ailleurs, dans les collectivités locales, dans les départements. Ces lieux où chacun puisse venir exprimer ses arguments, porter ses arguments, échanger avec les autres, les écouter, et puis essayer de construire la société de demain. Donc je pense que des mini-CESE, on a quelquefois l'occasion de le dire, des conseils au niveau local qui mettraient autour de la table l'ensemble des intervenants pour préparer l'avenir, je pense que ça serait très utile pour pouvoir justement participer du mieux vivre ensemble demain. Parce que le vivre ensemble, le vivre ensemble, moi je dis le mieux vivre ensemble demain, c'est-à-dire améliorer la situation d'aujourd'hui. Voilà la petite expérience tout simplement que j'essaie d'apporter pour illustrer le débat. Merci. À quel âge est-on devenu adulte? À quel moment? Quelle est l'expérience, s'il y en a une, qui nous a marqué? Alors, de façon générale, les gens répondent en général à la naissance des premiers enfants, mais ça peut être la mort des parents, ça peut être le moment de responsabilité, un moment dur, le premier salaire, l'autonomie, enfin, il y a plein de réponses possibles. Ces réponses sont variées, mais elles font tous sens. On comprend ce que ça veut dire, on comprend ce qu'est en jeu. Être adulte, ce n'est pas quelque chose de forcément extrêmement facile. C'est une épreuve, ça peut être une joie, mais c'est aussi une épreuve. Et quand on creuse un peu plus et qu'on essaie de définir l'adulte, c'est avec des mots-clés, en général, c'est 3 mots. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que où qu'on soit dans le monde, vraiment, ces 3 mots reviennent. 3 mots. L'expérience, la responsabilité et l'autonomie. Et quand on y réfléchit, ces 3 mots sont d'une simplicité totale, mais d'une profondeur inouïe. L'expérience, c'est le rapport au monde, la responsabilité, c'est le rapport aux autres, et l'autonomie, c'est le rapport à soi. Donc vous avez un petit système de sagesse.
Et si on va un tout petit peu plus loin, l'expérience, ce n'est pas le fait d'avoir tout expérimenté. Parce que celui qui dirait j'ai tout vu, j'ai tout fait, on dirait, ça c'est plutôt le jeune en vérité. Hein. Il dit, non, je sais. Non. L'adulte, il a suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'il n'a pas expérimenté. C'est qu'il voit qu'il bricole, il se débrouille, il sait qu'il ne sait pas. Donc expérience, c'est pas tout savoir, c'est en avoir vu assez pour être capable de faire face à la vie. Le deuxième trait, c'est la responsabilité. Ce n'est pas simplement la responsabilité de ses actes, parce que là, la responsabilité de ses actes, c'est la portée de l'enfant qui, quand il fait une bêtise, il va se cacher. Donc il comprend parfaitement le concept. La responsabilité de l'adulte, c'est la responsabilité pour autrui. C'est-à-dire qu'on a en tête, tous, quand on était des jeunes, donc on savait tout. On était insolent, on était impatient, il y a une catégorie philosophique pour ça s'appelle les petits cons. Hein. Voilà, ou petites connes, hein, parce qu'il faut être paritaire maintenant. Voilà, eh bien qu'on soit des petits cons, il y a des adultes qui nous ont dit « je sais ce que c'est, je vais te faire confiance ». Et je vais te mettre le pied à l'étrier. On a tous en tête des visages, des parents, des patrons, des professeurs, enfin, qui nous ont fait confiance. Voilà. Alors, rétrospectivement, on ne le méritait pas forcément. Eh bien, à un moment de notre vie, on se dit c'est notre tour de le faire. Voilà. C'est notre tour de le faire, donc c'est notre tour de faire grandir. Et c'est à ce moment-là où on se sent vraiment grand. On se dit, voilà, pas sûr d'être adulte de plein d'exercices, mais au moins je fais grandir les autres. Et puis une fois qu'on s'est un peu réconcilié avec le monde par l'expérience, avec les autres par la responsabilité, on peut se réconcilier un peu avec soi par l'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on est génial, qu'on a tout fait, tout vu, mais ça veut dire qu'on va creuser cette expérience qui n'a jamais de limite, cette responsabilité qui n'est jamais finie, et qu'on a une vie un peu plus longue pour le faire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette petite définition, vraiment simple, mais je crois très profonde dans nos existences, de ce qu'est un adulte, montre effectivement que cet individualisme qui consiste à dire cet adulte, il est précieux, eh bien, ce n'est pas du tout voué à sombrer dans l'hyper-individualisme. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment solide. Et si on dit aujourd'hui, dans nos vies familiales, dans nos sociétés, dans nos entreprises, soyons adultes. Et puis j'ai un rêve en plus. Si dans notre démocratie, on se disait, tiens, soyons adultes. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie adulte? Je trouve que là, on a un programme pour les 100 ans à venir, donc, et qui est solide, hein, je crois, qui est incarné.